Pour continuer d'en parler, l'un des meilleurs spécialistes des questions politiques. Merci d'être avec nous, Jérôme Jaffray, politologue, directeur du Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique et chercheur associé au CEVIPOF. D'abord, peut-être, posons le temps, qualifions les choses. On a entendu beaucoup de mots très très forts depuis tout à l'heure. Séisme, claque, échec, tournant. Plus grave crise politique depuis le début du second quinquennat. Est-ce que c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre ? Écoutez, je dirais, c'est un camouflet, incontestablement, pour tout le gouvernement, M. Darmanin, bien entendu, Mme Borne et M. Macron. C'est un camouflet pour toute la Macronie, c'est clair. Une crise politique, tout dépendra de la façon dont le président de la République va répondre à la crise, si crise il y a. Mais en tout cas, ça nous amène vers le combat politique dans les prochains mois qui va avoir lieu très clairement. On a entendu il y a quelques instants Gérald Darmanin décliner les différents scénarios possibles. Quel serait le scénario le plus logique de votre point de vue avec l'expérience qui est la vôtre ? Écoutez, il l'a dit, il y a 3 hypothèses. Le retrait complet du texte, j'ai eu le sentiment que c'était écarté par M. Darmanin après avoir... Par Emmanuel Macron surtout. Voilà, sur consigne de M. Macron. Ouais. C'est le président de la République, il lui a donné donc la consigne de continuer manifestement. L'autre, c'est la commission mixte paritaire qui réunirait 7 députés, 7 sénateurs et qui irait très vite. La dernière hypothèse, c'est le retour au Sénat. À partir du moment où on ne retire pas le texte, l'hypothèse qui me paraît la plus probable, c'est le retour au Sénat. On rediscute à partir du texte de Sénat au Sénat. Mais la Constitution prévoit qu'en fin de course, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot et qui votera. Alors le Sénat va reprendre son texte en expliquant, voyez, c'était un texte parfait puisque finalement il nous revient dans le même état. C'est donc bien la preuve que le Sénat a admirablement fait son travail. Mais le retour à l'Assemblée sera évidemment, si vous voulez, est-ce que c'est le supplice qui va continuer, pour parler clair, et qui va se prolonger éventuellement jusqu'au mois de janvier, ou est-ce qu'à un moment donné, les macronistes reprennent l'offensive ? En clair, pour eux, le problème, c'est de défendre le en même temps. Aujourd'hui, le en même temps est mal vu sur tous les aspects. C'est-à-dire sur l'immigration, les mesures sont plus dures que ce qui existe jusqu'à présent. En revanche, sur l'intégration, qui est une autre demande de l'opinion publique extrêmement forte, une meilleure intégration des immigrés qui sont là, qui travaillent sur notre sol et qui sont amenés à y rester. Et ça, c'est la Macronie qui peut le faire. Et donc à ce moment-là, il faut dire, on préfère être battu, en fin de compte, à l'Assemblée nationale sur nos valeurs, en maintenant un équilibre du texte, plutôt que de chercher jusqu'au bout les voix de droite qui, de toute façon, ne viendront pas à l'arrivée. Car la grande information de la journée, outre, évidemment, l'échec, le fait que la motion de rejet ait été adoptée, c'est que la très, très grande majorité des députés républicains ont voté cette motion de rejet, c'est-à-dire un durcissement extrêmement net. 40 d'entre eux ont voté la motion de rejet et seulement 2 ont voté contre. Donc les Républicains sont dans une opposition dure. Alors Jérôme Jaffray, avec vous, on va prendre le temps justement d'ouvrir tous ces tiroirs, du côté du Rassemblement national, du côté des Républicains, tellement d'enseignements. Mais là aussi, dans l'immédiat, la grande question de la soirée, c'était Gérald Darmanin. Va-t-il partir ou non ? On a très vite la réponse. On a eu l'image de Gérald Darmanin quittant Beauvau, se rendant à l'Élysée, et à l'issue, l'Élysée a fait savoir que démission a été présentée, démission a été refusée. Vous n'êtes pas homme politique, mais en tant qu'observateur, expert, est-ce que vous dites que l'Élysée a eu raison de ne pas avoir la peau, entre guillemets, pardonnez-moi, mais de son ministre de l'Intérieur, stratégiquement et politiquement parlant, est-ce que c'était le bon signal à envoyer ? Vous avez raison, je ne peux me placer que sur le plan de l'observateur et de la perception des stratégies. Accepter la démission de Gérald Darmanin dès ce soir pour Emmanuel Macron, c'est dire à tous les Français, je viens de recevoir une claque, elle est terrible et je vous le dis. Non. En disant le ministre de l'Intérieur reste en place, le président de la République dit ne surinterprète pas la défaite reçue et prend le temps de réagir. Maintenant, si vous me posez la question, est-ce que Mme Borne et M. Darmanin ont un long avenir devant eux au gouvernement ? C'est peu probable. C'est-à-dire que la conclusion logique, le président de la République, il y a quelques jours, très peu de temps, et peut-être pressentait-il l'échec à venir à annoncer un rendez-vous avec la nation au mois de janvier. Un rendez-vous avec la nation au mois de janvier, c'est dire qu'éventuellement, il va modifier un certain nombre d'équilibres politiques éventuellement au mois de janvier, et le gouvernement, parce que si on doit aller vers une bataille politique, qui pour le président aujourd'hui, la dissolution serait une erreur,
il aurait très peu de chances de gagner une dissolution et se retrouverait... Donc c'est un scénario que vous écartez parce qu'il se trouve qu'on l'entend beaucoup ce soir après ce vote, y compris dans les rangs de la majorité. On a beaucoup qui disent franchement la situation est intenable, c'est ingouvernable, donc ça ne pourra finir que comme ça. Ça n'est pas votre avis? Vous avez dit lumineusement les choses et à la fin vous avez dit ça va se finir par la dissolution. Je suis d'accord. Ça se finira par une dissolution. Tout le problème, c'est quand. C'est-à-dire, le président de la République, c'est l'article 12 de la Constitution, c'est lui qui prononce la dissolution et lui seul. Personne d'autre. Il consulte juste la présidente de l'Assemblée et le président du Sénat et il décide. Il ne le fera que s'il a des chances de gagner. S'il se retrouve avec une Assemblée nationale dans laquelle il y a 100 députés RN de plus... Mais s'il n'arrive plus à gouverner, si plus rien ne passe... Voilà. Mais... Bon, il peut avancer cas un cas par des 49-3, le vote du budget, et plus présenter des textes décisifs. Mais en revanche, le combat politique, c'est changer de gouvernement probablement. C'est l'hypothèse que je fais en tout cas. Et donc vous pensez janvier? Janvier, enfin, oui, d'ici sous 2 mois, disons. La claque n'a pas été reçue, mais le message lui a été reçu. Et si vous allez vers des élections, je ne veux pas injurier la Première ministre, mais elle n'a pas démontré des talents éblouissants dans la précédente campagne législative qu'elle a menée. Donc, s'il doit y avoir dissolution, ce n'est pas avec la Première ministre actuelle. Monsieur Darmanin a perdu ses chances d'accéder à l'hôtel Matignon. S'il ne démissionne pas, c'est quand même pas pour avoir monter à Matignon. Ça, c'est aussi l'un des grands enseignements politiques de ce qui s'est passé. Mais le problème aussi, c'est qu'on voit bien que la Macronie ne dispose pas beaucoup de personnalité de combat pour pouvoir aller mener la bataille, car si, disons, dans le premier semestre, on doit aller vers des élections législatives, c'est-à-dire que si le président il va essayer d'expliquer aux Français, il y a un blocage au Parlement. Le Parlement nous bloque. C'est-à-dire qu'on avait un texte équilibré entre durcissement, mesures plus dures sur l'immigration, mesures plus douces sur l'intégration. Cet équilibre est nécessaire au pays pour qu'il fonctionne bien, j'imagine, le discours qu'il pourrait prendre, qu'il pourrait tenir pour la cohésion du pays, la cohésion nationale. Le Parlement ne le permet pas. À un moment donné, il faut que les électeurs en prennent acte. Mais il faut pour cela que vous acceptiez... Si vous faites des 49-3 en permanence, les électeurs estiment que vous êtes un gouvernement autoritaire et s'il y a des élections, ils vous sanctionnent. Si vous êtes battu au Parlement sur des textes équilibrés et importants, à un moment donné, vous pouvez dire aux Français, il y a un blocage, retournons aux urnes. C'est un risque, bien sûr, pour Emmanuel Macron. Mais là, en revanche, on voit bien que continuer pendant 3 ans et demi avec la même Assemblée dans cette situation, ça paraît quand même très difficile. Vous savez qui n'a pas peur de retourner devant les électeurs? C'est Gérald Darmanin. Lui-même, il a répondu sur ce sujet et il parle aussi des LR au passage. On va l'écouter, on en reparle juste après. Je pense qu'on peut constater qu'après les retraites, où il y a eu une comédie, où on a vu que les LR n'ont pas pris leurs responsabilités pour protéger les Français économiquement. Après l'immigration, les LR ne prennent pas leurs responsabilités alors que la main était tendue, c'était très clair, on était prêt au compromis, on l'a dit, on l'a redit avec l'ensemble des forces politiques. On voit bien que là, manifestement, les LR n'ont pas envie, ils font la politique du pire. Je le regrette, on doit prendre nos mesures pour protéger les Français. Après, les électeurs choisiront, c'est pas à moi de répondre à la question. Moi, j'ai jamais eu peur de retourner devant les électeurs. Vraiment, les Républicains, on va y revenir dans quelques instants, qu'ils soient patients s'ils nous regardent, on va en parler. Mais d'abord, il termine en disant « Moi, j'ai pas peur de retourner devant les électeurs ». On sent qu'il intellectualise déjà cette possibilité, là, le ministre de l'Intérieur. Il a raison de ne pas avoir peur? Lui n'a pas peur parce que je dirais qu'il a une position très très solide à Tourcoing. Mais j'imagine que ses camarades députés Renaissance, Modem ou Horizon sont moins enthousiastes à l'idée de retourner devant les électeurs dans la situation d'aujourd'hui. Il y a une très forte impopularité du pouvoir. Madame Le Pen et le Rassemblement national se sont constamment renforcés dans tous les sondages d'opinion qu'on peut lire depuis 1 an. Si vous restez sur cette situation, vous ne retournez pas devant les électeurs, ou alors c'est une forme de suicide et une forme de vouloir abréger son propre mandat plutôt que d'appeler Madame Le Pen à Matignon. Donc il faut rééquilibrer politiquement les choses avant d'envisager une dissolution. Est-ce que justement, on se souvient qu'au moment des législatives précédentes, il y avait eu l'hypothèse d'une éventuelle coalition avec la droite. Vous vous souvenez de ça? Est-ce que peut-être cette hypothèse peut revenir sur la table avec un contrat de gouvernement? C'est vrai que c'est pas l'habitude française, mais il faut que ça bouge, quoi. Écoutez, très franchement, ce soir, c'est totalement exclu. Les Républicains sont entrés dans une attitude d'opposition absolue à Emmanuel Macron. Le texte du Sénat avait mis tout le monde d'accord.
Le texte du Sénat avait mis tout le monde d'accord, mais c'est les députés qui ont le dernier mot. Et là, je suis frappé de voir à quel point le groupe parlementaire des Républicains a suivi Olivier Marleix. On se posait la question, est-ce que le groupe est uni? Il y a une partie du groupe qui ne veut pas, etc. Le groupe a foncé. Alors, ce n'est pas une motion de censure qui a été adoptée aujourd'hui. C'est un peu l'erreur psychologique que nous faisons en surinterprétant l'événement. C'est une motion de rejet. Et les députés ont plus franchement y aller en se disant on ne court pas de risque puisqu'on ne renverse pas le gouvernement. François Langlais disait que c'est une motion de censure dévitalisée d'une certaine façon. C'est brillant. Alors, les Républicains, c'est le président du parti Éric Ciotti, c'est le président du groupe Olivier Marleix qui ont appelé à voter cette motion de rejet. Et donc, ils ont été à quelques voix près, mais ils ont été suivis, d'accord. C'est quoi fondamentalement la stratégie une fois qu'on s'est dit ça? Ils avaient peur de passer pour des macronistes s'ils allaient dans le sens de la majorité. Ils veulent tout simplement pouvoir négocier le texte du Sénat avec les compromis dont Gérald Darmanin a parlé dans l'hémicycle. C'est quoi finalement? La peur d'être vu trop faible sur la ligne de l'immigration si ils allaient dans ce sens-là? Écoutez, tout ce que vous dites est certainement juste. J'ajouterais quand même qu'il y a une dimension perspective présidentielle 2027 qu'il ne faut pas omettre. Vous êtes dans la situation où vous avez Édouard Philippe qui a apporté dans la presse hier un vigoureux soutien à Gérald Darmanin. Qui lui a rendu la politesse en disant c'est lui qui est en position. Voilà. Et Laurent Wauquiez, qui est derrière Éric Ciotti en particulier, qui voulait absolument la défaite de Gérald Darmanin, volonté partagée par Marine Le Pen, qui voulait absolument la défaite de Gérald Darmanin. C'est-à-dire, il y a un rival possible au tapis. Pour la présidentielle, pour le poste de Matignon, ça a compté certainement dans ces dimensions-là. Et pour Laurent Wauquiez, le fait également d'affaiblir fortement la Macronie dans cette situation est un élément qui peut lui permettre à lui-même de réémerger politiquement. Mais du coup, et par rapport à ce que Julien Arnaud disait il y a un instant sur l'hypothèse d'une coalition, d'une entente, etc., nous sommes à l'opposé de ce schéma. Et du coup, pour la Macronie, la question politique qui se pose, c'est plutôt que de chercher quelque accord que ce soit avec la droite, des compromis énormes sur le texte, je pense, moi, logiquement, qu'ils doivent rester sur une position qui est, en même temps, sur l'immigration et sur l'intégration qui assurerait la cohésion du pays. C'est une faute de ne pas le voter. Oui. Et à un moment donné, nous demanderons au pays de s'exprimer. Mais concernant les Républicains, est-ce que c'est pas un peu risqué? Je vous soumets deux raisons potentiellement. La première, c'est que les Français dans les sondages disaient qu'ils voulaient plutôt ce texte, ils étaient favorables aux mesures. Et on leur dit, en fait, vous en vouliez, mais nous, on a fait en sorte de le bloquer. Alors certes, ils diront c'est pour l'améliorer, mais quand même. Et deuxième point, c'est pour certains une addition contre nature. Parce que voilà les Républicains qui ont voté dans le même sens que le RN et que la NUPES, par exemple. Et est-ce que ça ne pourrait pas leur être reproché? Bien sûr, mais d'abord, le principe des oppositions, voyez-vous, c'est de s'opposer. Et ça, c'est d'ailleurs ce que disait François Mitterrand, qui était très longtemps leader de l'opposition. Il disait, quand on est dans l'opposition, on s'oppose. Donc c'est des oppositions au pouvoir, et qui, je dirais, ont pris aussi leur revanche. Ce scrutin, c'est le miroir inversé de tous les 49-3 qui se sont déroulés depuis l'entrée en lice de cette nouvelle Assemblée. Vous imposez des textes sans vote, pouvoir envoyer une baffe en disant on n'examine plus votre texte puisque de toute façon, à la fin, vous nous empêcheriez peut-être de voter, et hop, miroir inversé. Miroir inversé de la retraite. Gérald Darmanin, il a quand même eu un peu d'audace face à Gilles Boulot. C'est quand il a dit la majorité de l'opinion était favorable à ce texte et les parlementaires nous empêchent de l'adopter. Mais enfin, sur les retraites, il me semble que le raisonnement inverse pouvait parfaitement être tenu et le gouvernement s'est assis sur la majorité de l'opinion. Donc il ne peut pas tantôt utiliser cet argument et tantôt en utiliser l'inverse. Alors il y a une autre opposition qu'on a entendue il y a quelques instants avec Edwige Diaz et qui a joué un rôle un peu trouble. Vous allez peut-être nous éclairer parce que c'est vrai que jusqu'au bout, Marine Le Pen et le Rassemblement national ont laissé planer un peu le suspense sur le vote qui serait le leur. Depuis le début de cette législature, le RN joue le rôle de on écoute, on fait des compromis, etc. Et d'un seul coup, il y a eu un changement clair d'attitude et on a entendu Edwige Diaz sur ce plateau. Elle n'a pas réclamé la dissolution, mais c'est un peu ce que ça voulait dire. Comme s'il se sentait suffisamment fort pour y aller et pour prendre la majorité. Est-ce que c'est ça le calcul de Marine Le Pen? Alors, si vous voulez, sans aller jusque-là, il est clair que Marine Le Pen a fait une démonstration de sa puissance politique. C'est le RN qui, par sa bascule à 16h30, a entraîné l'adoption de la motion de rejet. Et donc, jusque-là, Marine Le Pen,
était là sur le thème, je ne vous dirai pas, et attendez le moment, il y a les arguments pour et les arguments contre, et puis paf, on tape le gouvernement, et on tape la Macronie, montrer sa puissance, et marquer une lourde défaite au camp gouvernemental. Ça, c'est un bonheur qu'elle ne sait pas refuser. La dissolution, pour le RN, c'est pas le chemin idéal pour Marine Le Pen, à la vérité. Le chemin idéal pour Marine Le Pen, c'est d'aller à la présidentielle de 2027 en préservant, si j'oserais dire, sa virginité gouvernementale. C'est-à-dire que, n'ayant jamais exercé le pouvoir et les responsabilités, elle peut expliquer que les politiques menées, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut faire autrement, que dès que les Français l'auront élue à la présidence de la République, elle pourra mettre en œuvre les choses et puis faire des référendums. Si elle devait aller à des législatives, et j'oserais presque dire pour elle, par malheur les gagner, ce qui ne manquerait pas d'humour, elle se retrouverait à Matignon à mener une politique gouvernementale, sans d'ailleurs avoir les moyens de faire des référendums ou des choses comme ça, et arriverait, si vous voulez, à épuiser à la présidentielle et perdant ses chances. Donc, le RN dit logiquement, nous n'avons pas peur de la dissolution, ce qui ne veut pas dire nous souhaitons la dissolution. Mais elle dit nous sommes prêts. Et elle dit où on a les plans en tête, on sait combien de députés, et puis à peu près, moi je lui ai demandé s'ils savaient qu'ils mettaient à Matignon, visiblement la réponse est oui, on imagine à peu près quelle est l'idée. On va écouter Marine Le Pen, parce qu'on ne l'a pas entendu savoir résonner encore, mais cette voix-là, elle va résonner vraiment fort pendant les prochaines heures. Regardez Marine Le Pen à l'issue de ce vote à l'Assemblée nationale. Nous avons donc voté cette motion de rejet, nous sommes ravis que cette motion ait abouti. Comme je m'y suis engagé hier, je déposerai dès demain une proposition de loi dont je ne doute pas qu'elle sera transpartisane et très certainement acceptée avec soulagement par la majorité présidentielle. Ainsi, nous pourrons protéger les Français sans aggraver la situation de l'immigration comme le faisait la loi de M. Darmanin. Peut-être dans les victoires de Marine Le Pen, aujourd'hui, il y a la possibilité de sortir une nouvelle fois en disant « Regardez, ils ont travaillé, mais ils ont été retoqués. Nous sommes prêts. Nous avons un travail clair, ma voix est posée, mon chemin est clair, et voilà ce que je vous propose en tant que Marine Le Pen, présidente, et avec le Rassemblement national, président du Rassemblement national, allais-je dire, avec le Rassemblement national. C'est ça aussi la grande victoire de Marine Le Pen. Écoutez, ce qui est vrai, c'est son chemin, pour le moment, est presque pavé de roses. Tout se déroule au mieux pour elle, c'est-à-dire qu'elle occupe un terrain politique qu'elle n'a jamais occupé jusqu'à présent, puissance parlementaire. Quand on pense que autrefois le Front National faisait élire 1, 2, 3 députés à l'Assemblée nationale à l'issue du scrutin majoritaire, c'est vrai qu'une dissolution sortirait le Rassemblement national aujourd'hui fortement renforcé. 88 députés aujourd'hui, on peut imaginer qu'il pourrait atteindre le double de nombre de députés s'il y avait des législatives. Donc pas encore la majorité. Pas encore, mais voyez, imaginez quand même une assemblée où le RN frôle les 200 députés, c'est-à-dire une France totalement ingouvernable. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron ne peut pas dissoudre tant que la situation pour lui politique n'est pas meilleure. Bon, est-ce que c'est pas déjà le cas, la France ingouvernable ? Alors la France ingouvernable, je dirais que la France, très difficilement gouvernable aujourd'hui, est totalement ingouvernable dans l'hypothèse où effectivement on serait dans une situation pareille. La gauche, vous n'en parlez pas de la gauche. Parce que sur le plan de l'opinion, et vous connaissez ces chiffres beaucoup mieux que nous, elle est extrêmement basse aujourd'hui en France. Oui, et pas seulement. Là, elle a servi, si vous voulez, de marchepied à la stratégie de Marine Le Pen, quand même, dans cette affaire. Et alors que les motivations étaient radicalement différentes sur l'immigration. Ça, c'est une situation qui ne la favorise pas non plus politiquement. La gauche a reconstitué une unité pour taper le gouvernement. Et là, je dis, c'est la revanche de la réforme des retraites, c'est la revanche de tous les 49-3. Et donc, pour une fois qu'ils pouvaient y aller, franchement, ils ne se sont pas privés. Mais servir de marchepied à Marine Le Pen, ça n'est quand même pas l'objectif profond de la gauche française. Il n'y a pas si longtemps, vous écriviez dans le Figaro, l'accélération politique vers 2027, elle est réelle. Là, on est sur un accélérateur de particules gigantesque qui vient d'avoir lieu aujourd'hui, clairement ? Peut-être, et en tout cas, attention, parce que j'intègre maintenant sur la route de 2027 une hypothèse très sérieuse d'élections législatives avant. Et du coup, si nous nous trouvions dans la situation d'élections législatives avant, parce qu'on se dit 3 ans et demi de cette même assemblée encore dans cette situation-là,
où les oppositions martyrisent le gouvernement et où Emmanuel Macron n'avait pas jusqu'à aujourd'hui, à mon sens, parfaitement réalisé que la notion de majorité relative signifiait une minorité. En réalité, c'est-à-dire que si toutes les oppositions s'unissent, vous êtes minoritaire. La majorité relative, c'est que vous n'avez pas la majorité. Et deuxièmement, la rupture avec LR, qui est aussi l'événement de la journée, cette rupture affichée avec LR, fait un affaiblissement politique incontestable. Est-ce que Emmanuel Macron doit prendre la parole rapidement, doit s'exprimer au pays à 20h, faire une adresse à la nation, ou bien il doit attendre son allocution du 31 décembre? Est-ce qu'il faut un geste politique très fort de sa part? Alors écoutez, ne pas surinterpréter, ne pas donner le sentiment de dire j'ai reçu une claque, et je tiens à vous le dire à tous les Français, ma joue est encore rouge de la claque reçue au Parlement. Maintenant, je pense qu'il, par un canal ou par un autre, ne serait-ce que le communiqué du Conseil des ministres, à l'issue du Conseil des ministres, pour constater un certain nombre de choses, et le dire, et glaner dans ses déplacements un certain nombre de phrases. Mais c'est ce rendez-vous avec la nation qu'il a annoncé pour janvier, qui du coup devient un rendez-vous non seulement avec la nation, mais un rendez-vous avec tout le monde politique. Changement de gouvernement ou pas changement de gouvernement de combat avec un Premier ministre apte à mener une campagne législative. Et ça court pas les rues dans la Macronie. Un Premier ministre capable de mener une campagne législative et engager une bataille sur le thème l'équilibre politique, l'équilibre idéologique du pays. Il n'est pas au RN, il n'est pas à gauche. C'est la majorité macroniste qui peut le maintenir. Évitons le blocage au Parlement. C'est les thèmes que Emmanuel Macron peut développer et j'imagine qu'il les développera. Merci beaucoup Jérôme Jaffray d'avoir été avec nous ce soir.